Bonjour, il est 8h23 et comme d'habitude, je suis à la bourre pour tourner cet épisode. On est vendredi, il est censé sortir dimanche et voilà, je suis encore en retard vous le savez. Bref, je savais pas trop quoi vous parler parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses qui vont se passer pendant ce mois de juin et jusque juillet d'ailleurs. Et puis je me suis dit, laisse un peu du suspense, on a dit que Journal Intime était une nouvelle rubrique mais qu'on n'en ferait pas toutes les semaines. Et donc je me suis dit, si on parlait des croyances équestres que j'ai pu avoir. Vous savez, ça fait maintenant 16 ans, 16 longues années que je suis dans le monde équestre. Et croyez-moi, les choses ont bien évolué. On va débriefer tout ça ensemble. Ici Madeleine, du compte Instagram et TikTok Madeleine et Tylo. Et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Voilà déjà 2 mois, et oui, 2 mois qu'on a signé le début de Coach Tylo. Et ça va vous sembler minuscule comparé aux chiffres que tout le monde va vous donner, mais on a atteint les 100 écoutes. Ça me semble tellement fou parce que moi je fais ça vraiment pour le plaisir à la base et par une envie de partager, et le fait que vous soyez de plus en plus à venir m'écouter, je trouve ça juste génial. Bref, si on parlait enfin du sujet, je pense que j'ai assez déblatéré dans l'intro et maintenant sur tout l'autour. Donc attendez-vous bien évidemment à avoir des podcasts et des posts Instagram sur tout ce qui va se passer ici jusque fin juin, jusque le premier week-end de juillet. Ça va être juste dingue. Et je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur, mais j'ai aussi très très hâte de tout pouvoir vous expliquer. Mad, arrête de t'éloigner du sujet. Donc, c'est parti. Mes croyances équestres. Vous savez, j'ai donc commencé l'équitation à l'âge de 10 ans. Et donc, on était donc un petit peu plus dans les années 2000-2010, quelque chose comme ceci. Et les croyances ont bien changé. Je fais partie de la génération des années 90, donc ça veut dire que j'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé l'équitation dans les années 2000. Et il y avait des choses à l'époque qui étaient normales, qu'on imposait au cheval et qui maintenant ne le sont plus du tout, et pour certaines, fort heureusement. Je fais donc partie de ces gens qui ont commencé lambda, donc c'était le moniteur qui préparait le cheval pour nous, et ça pendant de longues semaines. Après, ce sont mes copines des écuries qui m'ont appris à préparer le poney, et vous savez, à l'époque, c'était normal que le cheval ait juste un tapis, au mieux un amortisseur, une selle, une sangle. On ne faisait pas attention au matériel utilisé et on ne faisait pas attention à la qualité du matériel non plus. Le cheval avait un tapis, au mieux 7 amortisseurs et une selle, et c'était ok, on partait tout good, tout shoes en carrière. Mais après, ça c'est une des premières croyances qui ont changé. Alors, je vais pas vous dire que j'ai fait 100% adapter tout mon matériel à mes chevaux, parce que ça ce serait mentir. Maintenant, toutes mes selles ont été vérifiées par des spécialistes, saddle fitter, ostéopathe, etc. Ce qui fait qu'elles ne sont pas toutes faites sur mesure, mais chaque selle est utilisée avec un amortisseur ou non différent pour améliorer le confort de mon cheval. C'est-à-dire que, vous le savez maintenant, il y a donc Lucifer qui, lui, a le privilège, entre guillemets, d'avoir une selle sur mesure. Sur mes 4 chevaux, c'est le seul avec qui je sais que je vais pouvoir un jour aller en haut niveau, et donc je me suis dit, Mad, mets toutes les chances de ton côté, prends un filet que tu vas faire adapter à lui, prends une selle que tu vas faire adapter à lui, prends du bon matériel en cuir, prends des bons tapis, des bonnes guêtres, etc., etc. Donc Lucifer a vraiment le must du must, avec son petit filet anatomique, un mort qu'on a été faire voir par des spécialistes, une selle sur mesure, des guêtres de haute protection, etc., etc. Vous avez compris le principe, je pense. Enfin bref, pour les 3 autres, on a donc Youpi, le Chet, qui lui a du matériel plus ou moins adapté. Enfin, j'ai quand même fait le mieux, c'est-à-dire qu'on a un bridon adapté, un mort bien évidemment adapté à sa toute petite bouche et à sa sensibilité dentaire. On a également une bavette plutôt qu'une sangle. Et croyez-moi, comme on a galéré à l'époque pour trouver une bavette à la taille d'un Shetland, c'est limite mission impossible parce que les autres sangles le blessaient. Maintenant, ça selle. Pour les poneys de petite taille, dont les Shetland, c'est très difficile de faire adapter les selles parce qu'ils ont très peu de garrots. On a donc le même schéma qui va se répéter pour Tarzan, qui est donc le petit poney. Tarzan a une selle semi-sur-mesure, mais qu'on n'a pas su adapter à 100%, donc qui doit quand même être utilisé avec un gros mouton bien épais pour stabiliser
la selle sur le dos en fait, parce que comme il n'a pas de garrot, on n'a pas réussi à stabiliser pour que la selle n'avance pas. Il a également une croupière, et j'ai oublié de le dire, mais youpi aussi, donc c'est vraiment ce système qu'on accroche de la selle, qu'on passe à l'arrière de la croupe et qui se réattache à la selle pour éviter justement que la selle avance. Beaucoup de poneys ont ça, parce que beaucoup de poneys n'ont pas de garrot. Et donc, il n'y a rien qui bloque au niveau des épaules pour pas que la selle avance et qu'on fasse juste toboggan sur l'encolure du poney. Et pour terminer, on a donc Orichas. Orichas a sa selle depuis des années, que j'ai fait vérifier et qui globalement lui correspond bien. La seule chose qu'on a changé, c'est l'amortisseur. Donc, il est monté maintenant pour ses vieux os avec un amortisseur à absorption de choc et mémoire de forme pour vraiment optimiser au mieux comment la selle se place sur son dos, et tout le monde est ok avec ça, ostéo, saddle fitter, etc., etc. Mais lui est le seul qui a une selle qu'on ne sait pas faire adapter parce qu'elle est vraiment très vieille. Mais j'aime cette selle d'amour, donc pour rien au monde, je la changerai. Vous avez compris le principe, les morts ont été changés pour des morts plus doux, et je fais aussi partie de cette génération qui, croyez-le ou non, montait systématiquement avec des nosebands. Dans les années 2010, du coup un petit peu avant, c'était normal quand on montait en poney club avec des nosebands. C'était limite un effet de mode. Genre si tu n'avais pas ton noseband sur le nez de ton poney, c'est qu'il y avait un problème. Alors c'était aussi un peu la solution de facilité pour les poneys dits un peu chauds, etc., etc. Alors je vais pas rentrer dans le sujet fou. Pour la plupart de mes chevaux maintenant sont montés sans noseband, sauf le poney, parce qu'il a tellement été habitué à monter en mort dit dur, entre guillemets, ça nous permet d'avoir plus de contact en bouche. Je ne suis pas formellement devenue contre le noseband. Maintenant, j'essaye de conscientiser les gens sur l'utilisation qu'on en a. Mettre un noseband peut permettre parfois, en fait, simplement d'avoir plus de contact en bouche. Ça dit pas qu'il faut venir étouffer le nez du poney pour qu'il ne puisse plus respirer et ne plus ouvrir la bouche. Là, on devient sur de la maltraitance banalisée. Mais ça permet parfois juste de lui permettre de moins ouvrir la bouche et donc d'avoir une meilleure action plus douce. Vous avez donc capté, mon petit poney Tarzan a été monté très longtemps en Pessoa, sans noseband. C'est un poney qui chotait et donc c'était le seul mort qu'on avait trouvé pour lui relever la tête quand il commençait à choter. Vous avez compris l'histoire, on s'est retrouvé en concours de dressage sans mort releveur, et donc la seule solution qu'on ait trouvée pour avoir plus d'impact pour si jamais il se mettait à choter était de mettre le noseband. J'ai continué même maintenant à faire monter ma cavalière avec ce système-ci parce que sinon il a légèrement tendance à un petit peu jouer avec ses pieds, donc ouvrir grand la bouche, passer sa langue au-dessus de son mort et ciao, je ne réponds plus de rien. Vous avez un petit peu compris le principe. Pour Lucifer, ça fait des mois maintenant qu'on a retiré le noseband parce que lui ça l'oppressait de trop, et donc on l'a retiré, on lui a réoffert dans la marche avant et ça lui va à merveille. Pour Orichas, même délire, on a retiré le noseband parce qu'il n'en a plus besoin par rapport à l'activité qu'il fait encore. Maintenant, quand ça nous arrive de passer des petites barres ou d'aller faire des galops fada comme des fous dans les champs, on peut parfois penser à remettre le noseband pour avoir un petit peu plus de contrôle et éviter un accident. Même chose, c'est un cheval qui a été monté pendant des années en mort Pessoa, plus noseband pour avoir plus de contrôle parce qu'on en avait besoin au niveau auquel le cheval était monté. Maintenant, par rapport à ce qu'il fait, j'ai décidé de changer le mort, passer sur un mort simple et de retirer le noseband pour plus de confort pour lui. Et le petit Youpi, la dernière fois qu'il a été monté, c'était avec, mais après on l'a monté uniquement en licol, donc à voir si je lui remettrai ou non. Ça, c'est pour la partie noseband. Mon avis vis-à-vis de ça a bien changé dans le sens où avant, c'était ok que tous les chevaux en aient un. Maintenant, j'essaye d'adapter au cas par cas, chaque cheval en fonction de chaque activité. Vous avez un peu compris le principe. On continue parce qu'il n'y a pas que ça qui a changé. Quand moi j'ai commencé l'équitation, c'était normal. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai appris, qu'un cheval vive dans un 3/3, 23 heures sur 24, et ça, c'était ok. Donc pendant très longtemps et de très longues années, j'ai cru que la vie du bien-être du cheval était de sortir 1 à 2 heures par jour de son box et de vivre le reste du temps dans son box avec du foin. Et même,
j'étais même pas au courant que le cheval devait manger 16 heures par jour. Voilà, croyance. Malheureusement, je sais qu'il y a énormément d'infrastructures qui n'ont pas la possibilité d'offrir une vie de roi aux chevaux, mais c'est entre autres pour ça que j'ai changé d'infrastructure. Ça m'a permis de leur offrir une meilleure vie, une meilleure qualité de nourriture, etc., etc. Et ça va venir aussi dans les épisodes suivants du double déménagement. Parce que c'est vrai que je vous ai toujours pas expliqué pourquoi j'avais changé d'infrastructure à la base, mais vous l'aurez compris, je pense, au fil des épisodes. Mais bref, on continue. Et donc, en fait, j'ai offert la possibilité à mes chevaux d'être dans un palace. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur un box, entre guillemets, de 54 mètres carrés. Donc, ce sont des stabulations limite bovines. Tous mes chevaux sont par 2, voire 3, et sont sortis au paddock par 2, voire 3, voire 4. Ça, c'est juste le rêve. Mes chevaux ne sont donc jamais seuls et n'ont jamais cette angoisse de séparation. Ça arrive parfois, oui, que le petit Youpi se retrouve seul, mais il a toujours contact avec ses copains, d'à côté ou d'en face, et donc c'est beaucoup moins de galère. On revient donc à la croyance de base que le cheval était fait pour vivre en boxe. Eh bien ici, vous l'avez su, maintenant, l'année dernière, j'ai pris la décision de switcher mes 2 Appaloosas, et donc mon cheval plus âgé est parti vivre en prairie avec mon Shetland. Ce qui fait que nous avons une énorme canicule depuis bientôt 1 mois et que les réserves d'eau sont arrivées à sec à la prairie. Comme un futur déménagement arrive d'ici 2-3 semaines, eh bien, j'ai demandé aux écuries où je suis actuellement de les accueillir et de payer en fait le temps du prochain déménagement. Ici, je les ai donc remis en box. Youpi a donc rejoint la team Lucifer Tarzan et mon plus âgé Orichas a donc rejoint une petite mamie d'amour qui s'appelle Havana. Ils sont l'un à côté de l'autre dans leur stabulation et ça se passe au mieux. Maintenant, je vois très bien aussi qu'ils ont très hâte de retourner en prairie. C'est pour ça aussi le futur déménagement prévu. C'est pour que toute ma petite tribu puisse se retrouver en troupeau, en prairie, toute l'année. J'ai pris énormément de recul face à ça et bien que j'ai pu leur offrir une vie en prairie pendant plus d'1 an, les choix de vie ont fait après que je suis retournée en infrastructure, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite d'ores et déjà à aller écouter les épisodes précédents. Tout se trouve là-bas. Donc je disais, j'ai la possibilité de 1. Me rapprocher de chez ma maman et de 2. Offrir la vie de rêve à mes chevaux. J'ai donc été visiter cette infrastructure la semaine dernière et le déménagement est prévu pour début juillet. Ça m'a permis de prendre du recul. De 1, ça va moi m'offrir un confort de vie haut. Mon cheval sera dehors toute la journée. Ça veut dire aussi que je ne serai plus entre guillemets obligé d'aller le sortir tous les jours puisqu'il vivra déjà dehors. Mon petit vieux pourra continuer sa retraite active paisiblement avec de nouveaux copains et donc marcher pour s'entretenir encore et encore. Et bien sûr, tant qu'il le permet, on lui gardera sa petite balade hebdomadaire. Pour les 2 poneys, eh bien nous sommes actuellement en recherche de demi-pension et donc si vous entendez parler autour de vous des petits cavaliers qui veulent les prendre, nous serons contents de les accueillir. C'est donc pour ça que beaucoup de choses vont se passer dans le mois de juin et de juillet. On continue parce que c'est pas fini toutes les croyances qui ont changé. Pendant des années, on m'a dit la cravache, c'est ok, les éperons, c'est dangereux. Et ça, croyez-moi, je suis la première à m'être hyper formatée là-dessus. Pendant des années, j'ai cru cravache, ok, éperon, danger. Alors que maintenant, après explication et montée quasi quotidiennement à l'éperon, je me rends compte qu'un éperon bien utilisé est 1000 fois plus doux que même un tout petit coup de cravache sur la croupe de mon cheval. Il faut savoir que le cheval a la peau hypersensible puisque ce n'est pas pour rien qu'il remue quand une mouche le touche. Et donc, ça permet de donc tout sentir. Et donc, imaginez bien que quand vous lui mettez une petite tape ou un petit coup de cravache, eh bien, lui, il le ressent en fois 1000. Je ne vais pas dire que la cravache est de la maltraitance banalisée, même si dans certains cas, ça pourrait être assimilé comme ceci, mais utilisé à bon escient pour plus l'appuyer, mais pas taper, celle-ci peut être de très bon effet. Qu'est-ce qui a donc changé avec ça ? Les éperons. Pendant des années, on m'a dit, les éperons, c'est pour monter plus fort, c'est pour demander plus
plus fort, etc., etc. Oui, j'ai cru ça. J'ai aussi cru pendant des années que mon cheval allait s'habituer à la pression de mon éperon et que donc j'allais devoir augmenter la puissance de celui-ci pour pouvoir continuer à avoir le même impact sur mon cheval. Mais voilà maintenant 3 mois, je dirais, que je monte quasi quotidiennement à l'éperon Lucifer et en fait, nos séances ont bien évolué. J'ai un cheval bien plus actif que je dois limite même plus toucher avec ma jambe. Je demande juste à la voix. Et vous allez vous dire, ouais mais Matt, du coup tu peux retirer tes éperons? Non, je m'explique. Il démarre à la voix, mais si je retire mes éperons, il ne réagit plus du tout à ma jambe. Genre, il s'en fout complètement. Avec l'éperon, je vais avoir un impact plus précis et donc moins intense. Je vais lui demander une fois de manière très précise que si je ne les ai pas, je vais devoir lui demander 3, 4, 5, 6 fois. Je préfère demander une fois et qu'il réagisse que de demander 10 fois et à un moment le saouler. Parce que le problème, c'est que si je fais ça, à un moment, il est gavé et il ne répond plus de rien et moi non plus. Et vous avez compris comment on fonctionne, on montera crescendo dans l'énervement et on va finir exténués tous les deux. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Maintenant, attention, mes éperons sont utilisés que sur certaines séances. Stretching, pas d'éperon. Un peu plus de cravache par contre, parce que ça va m'aider à venir sur mes appuyés, etc., etc. Obstacle, éperon. Obstacle concours, éperon plus cravache. Parce que mon cheval a parfois un peu du mal à être un peu téméraire, bien que ça va mieux depuis qu'on part en balade. Et ça, c'est très très cool. Balade, mais même pas de botte, je pars en basket, je suis ce genre de touriste. Et en fait, c'est le seul que je monte à l'éperon. Voilà. Parfois le poney, parce que ça lui fait du bien d'être un peu plus actif qu'avec avec sa petite cavalière. Mais c'est tout. Autre croyance qui a également changé. Quand tu es bon cavalier, tu n'es pas obligé de monter avec tes bottes. Mais excusez-moi, comment j'ai pu croire ça pendant de longues années? Enfin, je l'ai cru. Et donc, pendant des années, je ne mettais mes bottes que pour partir en concours ou pour prendre des leçons. Et en fait, le reste de la semaine, je montais en basket ou en bottines, vous voyez, en style bottine de marche. Sauf qu'en fait, c'était bien, ok, mais ça corrigeait pas du tout ma position et ça m'a même amené pas mal de torts. Ça fait donc 3 ans, depuis que j'ai décidé de débourrer Lucifer, que je monte en botte pour monter quotidiennement mes chevaux. Sauf la balade, ça m'arrive encore de partir en basket parce qu'on ne demande pas vraiment quelque chose, c'est plus la séance chill de la semaine. Ça m'a apporté de la fixité, ça m'a apporté la correction de ma position, bien poussée sur mes pieds. Pendant longtemps, j'ai cru que la botte n'était juste un côté esthétique demandé par la FEI. Non, la botte a été conçue pour nous aider. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre. Et ça, je l'ai aussi compris en changeant d'infrastructure et en étant encadré sur une plus petite infrastructure que du poney club. Ça aide. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça aide. Je dis pas que monter en basket est mauvais. Bien sûr que ça m'arrive encore, mais c'est pas la meilleure solution pour un travail qualitatif. De 1, vous avez pas le même appui. De 2, le cheval n'a pas le même ressenti. Vous risquez de venir pincer le flanc du cheval avec l'arrière de votre basket parce que c'est pas lisse. Du coup, il y a plein de petits aléas auxquels on ne pense pas au niveau du cheval, même si c'est bien plus confortable pour nous, je vous l'accorde. Encore une autre croyance qui a changé. Vous savez ce qu'on nomme collier de chasse? Eh bien, à l'époque, c'était la mode. Genre, si tu n'avais pas ton collier de chasse, c'était martingale. C'était « Mon Dieu, tu n'es pas à la mode ». J'ai compris, il y a quoi, je sais pas, 5 ans peut-être, à quoi servait réellement un collier de chasse seul et à quoi servait réellement la martingale. Alors, du coup, mes chevaux n'en ont jamais, uniquement pour sauter et encore uniquement Lucifer parce qu'il a tendance à se retourner et donc on lui met une toute petite martingale pour éviter qu'il se retrouve en mode girafe qui se pète le dos et qui m'assomme. Les autres n'en ont pas et n'ont même pas de collier de chasse. Au-delà du côté esthétique, il y a plein d'études qui ont montré les méfaits d'un matériel mal utilisé sur le cheval, sur les épaules, sur le dos, etc., etc. Je vais pas vous faire un schéma, à vous d'aller chercher les études si vous le souhaitez. Et donc, ils en ont plus, simplement. Sur le plat, jamais aucun. Et à l'obstacle, je vous ai dit donc uniquement Lucifer et encore même pas sur toutes les séances, principalement quand on fait du parcours, parce que il a tendance à vraiment se retourner et on a tendance à perdre le contrôle. Donc pour me faciliter la vie pour l'instant, on met encore une petite martingale. Maintenant, attention. Mon cheval a donc une selle adaptée à son dos et donc le collier de chasse n'aura d'effet que de tenir la martingale et donc doit venir le gêner le moins possible au niveau des épaules et du garrot. J'ai donc choisi un collier de chasse à 4 points d'attache, enfin 3 plus petit pont, pour libérer les épaules, libérer le garrot et bien évidemment une meilleure optimisation au niveau de ma selle. Ça me permet d'avoir une action douce sur ses épaules, une action douce au niveau de la martingale,
sans pour autant gêner la stabilité de ma selle. Pour en finir un petit peu et conclure tout ça, parce que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, je vais dire que globalement, au fur et à mesure des années, mon équitation et ma vision des choses ont changé. Je m'adapte à chaque cheval et je peux même également m'adapter à chaque séance. N'oubliez pas, ce sont des êtres vivants et donc ils ont parfois besoin de plus ou de moins en fonction du travail demandé. Pour l'instant, il fait très chaud, donc les séances sont très calmes, mais quand il faut un peu plus froid, parfois ils sont un peu plus speed par le froid pour se réchauffer, et donc il va falloir entre guillemets monter un peu plus fort, entre guillemets dur, pour pouvoir avoir du travail qualitatif et que le cheval ne se blesse pas davantage. N'hésitez pas à adapter votre matériel au fur et à mesure de vos besoins, de vos séances et du travail que vous allez demander à votre cheval. Mais ayez la conscience de savoir vous adapter. Je pense que c'est ça le plus important. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour l'avenir de notre couple avec Lucifer, et donc c'est pour ça que lui a le privilège d'avoir vraiment tout sur mesure pour lui. Bien que les autres aient du matériel de très bonne qualité, je ne vais pas dire que j'y fais moins attention, mais on va plus utiliser des amortisseurs, des trucs rembourrés et tout ça pour les soulager. Et bien évidemment, le dernier truc que j'ai oublié de vous dire en fait, ce sont les soins. À l'époque, juste doucher le cheval après une séance, c'était ok. Maintenant, on va plus être sur du cocooning, argile, huile, etc. etc. Et ça, heureusement que c'est rentré dans les codes de l'équitation même lambda, parce que ça peut sauver le confort de votre cheval. Donc franchement, prenez le temps d'écouter votre cheval, de créer une relation avec lui autre que en dessous de la selle, parce que vous allez comprendre beaucoup de ses besoins. Faites venir des intervenants, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, et je pense qu'on a fait le tour un peu des croyances qui ont changé. J'ai de nouveau très hâte de vous expliquer enfin tout le pourquoi du changement de vie un petit peu plus en détail. Je suis très très excitée de ça, même si j'ai quand même un petit peu peur, on va pas se mentir. Et peut-être que avec ce nouveau rythme de vie, des croyances vont encore changer, et peut-être que d'ici, je sais pas, un an, on fera un update de cet épisode. J'ai rien d'autre à rajouter. Pour une fois, hein, ça change un petit peu. Donc je vous invite déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, à lâcher des commentaires sur Instagram, suivre un petit peu Coach Tylo parce qu'on a envie que ça prenne de l'ampleur, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous!